Alors j'avais une question justement sur James, parce qu'il me semble qu'il est contemporain de Fanon en fait. Et justement sur ces questions-là de marxisme, il y a toute la question du conflit avec Sartre chez Fanon, en fait, de la préface d'Orphée Noir de Sangor, où en fait Sartre, dans la préface de Sangor, exprime plus ou moins justement cette idée que chez les populations colonisées, il va y avoir une lutte pour l'indépendance, et qu'en fait cette lutte elle va finir par se rattacher à la fin à la lutte des classes en fait, et à la lutte marxiste et communiste. Et Fanon en fait reprend tout ce texte de Sartre et il déconstruit complètement et est complètement contre cette idée justement de point de jonction. Enfin, c'est même pas une histoire de point de jonction en fait, c'est que Fanon est contre l'idée que la lutte d'émancipation des populations colonisées et racialisées n'est pas une fin en soi en fait, et qu'elle va finir par se raccrocher à autre chose. Et je me demandais justement s'il y avait eu des réactions de James par rapport à ça, parce que ça a été, en tout cas en France, important, cette espèce de conflit entre Sartre et Fanon, d'autant plus que Sartre s'est finalement rangé à l'opinion de Fanon et a préfacé Les Damnés de la Terre un peu plus tard. Il y a une autre intervention, mais peut-être que tu veux répondre tout de suite. Oui, on va répondre tout de suite, et puis après, oui, parce qu'il y a une question quand même assez précise. Bon, bah, parce qu'il y a d'autres questions, alors attendez, on va quand même faire le tour. Il y a monsieur d'abord, hein, vous? Oui, j'ai... Attendez, prenez le micro. Il est là. On fera le tour. Je vous passe après. Oui, j'ai une question biographique très précise. En fait, c'est sur James et Césaire, parce que si elle était contemporaine de quelqu'un, c'est plutôt Césaire. Enfin bon, question d'âge, quoi. Et c'est frappant qu'ils ont écrit, tous les deux, des ouvrages sur toute sa nourriture, et que Césaire vient de la Martinique, James de Trinidad, c'est pas très loin. Ils ont fait une carrière politique différente, mais je n'arrive pas à savoir à quel moment ils ont pu se croiser, s'influencer, se fertiliser, etc. Pourtant, j'ai lu pas mal de choses sur James, et je vais juste ajouter qu'en tant qu'anglais, j'ai découvert James dans le texte dans les années 60. Il a connu, je dirais, un bon niveau d'intérêt dans les années 60. Ça correspondait justement à l'émergence d'une génération de militants noirs en Angleterre, et qu'il a joué un rôle de formation de cette génération-là, et on a pu lire The Black Jacobins, etc., mais aussi ses écrits sur le cricket. Donc, mais je ne vais rien dire là-dessus parce que c'est très particulier effectivement chez James, mais d'un point de vue biographique et intellectuel, oui, tu as raison de commencer par ça. Parce que pour lui, l'histoire sociale des Antilles et de la Caraïbe anglophone est contenue dans l'histoire du cricket. Donc on peut écrire, l'histoire de... Et voir l'histoire de l'Angleterre. Sur le cricket en tant que science et en tant qu'art. Ouais. Il a écrit des articles sur les joueurs de cricket où il cite Shakespeare, Goethe. C'est absolument incroyable. C'est un tour de force intellectuel pour moi. James, c'est l'homme de la Renaissance, en fait, intellectuellement. Enfin, la question sur Césaire, c'est... Là-bas, là-bas, le micro derrière. Non, d'abord la dame à gauche, voilà. Allez-y. Ah. Bonsoir. Et ma question vient sur le suivant. Si à l'époque il y avait un mouvement des dockers, un grand syndicat, et après il est venu Marcus Garvey, hein, pourquoi lui va chercher la lutte des classes avec Riquet, quand déjà à Trinidad existe tout un mouvement du syndicat qui amène dans toute la Caraïbe, en Jamaïque, etc., un mouvement de lutte des classes. Oui, Charles. Puis après, je vous donne le micro. J'ai trouvé la première partie de ce que vous avez essayé de faire sur la biographie de James très très intéressante, et j'ai un regret, c'est que vous n'ayez pas poursuivi un peu. Alors, j'ai lu votre bouquin, je sais qu'il y a des problèmes de temps, tout ça, c'est difficile. J'ai lu votre bouquin avec plus que de l'intérêt,
avec passion. Et la deuxième partie l'autre partie de sa vie, après, a des aspects que vous détaillez bien dans le bouquin, mais qui sont, je trouve, moi, personnellement, moins intéressants. Il y a des choses intéressantes par rapport à l'Afrique, par des rôles qui sont de conseiller des nouveaux dirigeants africains, bon, qui sont très discutables et que lui-même, on a l'impression, à regretter par moments. Et puis, bon, il y a même une existence, parce qu'il ne faut pas mythifier non plus trop les choses, il y a une existence un peu groupusculaire, même à un moment, de James avec quelques-uns de ses camarades aux États-Unis, dans une discussion dans laquelle on ne va pas entrer là, mais qui finalement s'est étiolée de façon assez pitoyable vers la fin. Mais moi, c'est pas de ça dont je voulais parler. Avant la question, c'est un itinéraire fascinant. C'est quelqu'un d'incroyable, d'une stature intellectuelle grandiose. Il n'y a pas de doute là-dessus. Avec une capacité, alors bon, à parler du cricket, mais pourquoi pas, hein, et c'est même très intéressant la manière dont il en parle, et avec une capacité à innover dans le marxisme, vous le montrez bien, que je trouve remarquable. La grande chose de James, je crois, c'est ce qu'il a fait à propos de la question noire aux États-Unis et qu'il a globalisé ensuite. Bon, vous l'avez bien décrit, mais c'est incroyable que dans les années 30, avant la guerre, sous son influence, et plus que son influence, sous sa pensée directrice, parce que c'est lui qui a donné le là, je crois, dans cette affaire, les marxistes américains, qui n'étaient pas des staliniens, les marxistes américains aient complètement changé, avec un mot qu'on utilise beaucoup aujourd'hui et que je déteste, leur logiciel, par rapport à la question du mouvement noir aux États-Unis, en disant, bien sûr, avant tout le monde disait, il y a des mouvements d'émancipation, c'est très bien, mais les militants d'avant-garde, ils seront dans la même partie avec les Blancs. Et tout le monde discutera ensuite de la stratégie de la révolution, etc. etc. Et James et Trotsky avec lui ont dit non, les Noirs aux États-Unis formeront un parti indépendant, et ce parti indépendant sera un parti qui mènera la révolution américaine en conjonction avec les Blancs. Et puis, il y a des aspects, vous l'avez dit à la fin, je veux simplement le souligner, il y a des aspects très intéressants chez James qui peuvent apparaître comme contradictoires, mais qui, je crois, ne le sont pas. C'est-à-dire qu'à la fois, il insiste sur le potentiel révolutionnaire, l'autonomie, l'auto-organisation, l'auto-activité des masses opprimées noires aux États-Unis, et puis ailleurs, en Afrique et ailleurs. Et en même temps, à la fin de sa vie, vous le citez dans le bouquin, à la fin du bouquin, il parle à un moment, je crois que c'est une conférence en Angleterre, et il dit, mais s'il y avait un vrai parti ouvrier aux États-Unis, la question ne se poserait même pas peut-être pour les Noirs. Bon, et on voit bien qu'il a un sentiment d'universel et d'universalisation dans cette affaire qui est très important. Alors ma question, après cette introduction à la question un peu longue, ma question elle est simple. J'ai pas la réponse et je pense que vous avez plus de matériel pour y répondre. Il y a un truc qui me frappe quand même, c'est que que James, je vais dire les choses autrement, que James soit pas très connu parmi les Blancs et parmi les révolutionnaires blancs, pour une partie d'entre eux, notamment aux États-Unis, ben, on peut l'expliquer par le fait qu'il est noir, tout simplement, hein, qu'il est à l'extérieur et marginal, il est considéré comme marginal, ce qui n'était pas pour eux. Mais par contre, il y a une autre chose, c'est que dans le mouvement noir, on ne peut pas dire le mouvement noir, mais enfin dans la mobilisation noire aux États-Unis, James n'est pas une référence, enfin à ma connaissance, c'était pas une référence, ni pour Malcolm X, je crois pas, j'ai lu beaucoup de trucs de Malcolm X, je pense pas que Malcolm X se réfère quelquefois à Marx et à Lénine, mais pas à C.L.R. James, et on n'a pas l'impression que pour les Black Panthers et pour les autres, ça c'est été une référence. Et ça apparaît comme une injustice historique incroyable et flagrante. Alors je ne sais pas si vous avez des éléments par rapport à ça. Il y a encore une intervention, là, et puis après vous répondrez. Enfin, on fera un tour après. Bonsoir. Moi j'avais une question très précise. En fait, tu parlais de James qui n'est pas très connu en France.
Et pourtant, son livre des Jacobins noirs, il a été traduit assez vite, en 48, il me semble. Juste, je voulais savoir si tu avais une idée de la maison d'édition qu'il a publiée et du traducteur. En fait. Je comprends le traducteur, c'est Pierre Naville. Pierre qui ? Pierre Naville. Pierre Naville, c'est un des fondateurs du mouvement trotskiste français qui était un des très proches de Trotsky et qui, après, a fait tout un travail de sociologue qui a pris toute une dimension bien au-delà de ses engagements politiques. Donc Pierre Naville, vous pouvez trouver sa biographie sur Internet, c'est un personnage important dans le monde intellectuel français, de la sociologie entre autres, au-delà même de ses engagements politiques, enfin, surtout avant la guerre. Mais le livre a reçu des... Alors, allez, tu vas répondre. Ah, il y a une question encore derrière. Allez-y. On va repartir par là. Je vais faire aussi une très longue introduction. Non, c'est une question très courte. C'est par rapport au titre sur le Platon noir, la référence à Platon noir, qui j'avoue m'avait suscité pas mal de réticence quand je l'ai lu. J'ai vu que vous avez tâché d'y répondre en fait à ces objections déjà, enfin vous avez pensé, réfléchi. Et donc vous dites que en fait finalement vous avez quand même conservé ce titre pour pas qualifier l'individu, mais pour qualifier finalement un problème philosophique. Et il me semble que voilà, ça serait intéressant de revenir sur pourquoi selon vous cette notion de Platon noir est un problème philosophique, un vrai questionnement au cœur de votre travail. Voilà. Oui, je prolongerai votre question en disant qu'il y a un aspect qui est très important dans l'œuvre qui intéressera notre ami Claude Callame, qui est l'intérêt pour la Grèce antique. C'est-à-dire qu'une des passions de C.A. James, on n'en a pas parlé, c'est la passion pour la démocratie grecque. Et pour une Grèce qu'il voit comme inventant quelque chose de totalement nouveau du point de vue de l'émancipation humaine en général. Ça, c'est aussi une dimension importante. Je vous laisse répondre. Merci beaucoup pour les questions. En fait, il y a tellement de choses que je n'ai pas dit tout à l'heure que voilà. Ça va être... je finirai par Platon noir, je pense, parce que c'est la question la question la plus complexe peut-être. Et, plus fort. Et je répéterai ce que j'essaierai de reformuler ce que j'ai essayé de dire dans le livre. Donc je vais reprendre un peu dans l'ordre sur le rapport à Orphée Noir. D'abord le rapport de James aux deux auteurs, à Fanon et à Sartre. Alors James a peu parlé de... Bon, James est né bien avant Fanon et est mort bien après Fanon. Il a peu parlé de Fanon, mais il y a une époque où il essaye de reconstituer ce qu'on peut appeler une généalogie des grandes figures de la pensée caribéenne. Et Fanon est un des derniers dans la liste, avant Stokely Carmichael, qui est membre des Black Panthers. Donc, il en arrive à Fanon, mais il fait une lecture assez originale parce qu'il va mettre, c'est dans des textes, avant tout, il en parle, mais jamais trop dans le détail, mais il le fait notamment dans des textes sur Rousseau. Alors j'ai pas parlé aussi de la fascination à une période de James pour Rousseau et pour le concept de volonté générale, qu'il trouve incroyable. Mais ça, j'en parlerai pas. Et ce qu'il voit chez Fanon, c'est pas un lien avec le Rousseau du contrat social, comme certains interprètes de Fanon l'ont fait depuis, Peter Hallward et d'autres, qui voient des liens entre la pensée de Fanon et le contrat social de Rousseau. Non, c'est avec Émile ou de l'éducation. Et il voit dans la pédagogie la pédagogie théorisée par Rousseau dans l'Émile, enfin plutôt chez Fanon, un reflet, une sorte de pédagogie révolutionnaire qui renverra à Rousseau. Pourquoi, je ne sais pas exactement. Et ça, c'est une question qu'il faudrait creuser. Le rapport à Sartre est encore plus en partie plus étrange, parce que ce qui l'intéresse chez Sartre, c'est pas les écrits anticoloniaux de Sartre. Je suis même pas sûr qu'il les ait lus. James, c'est qu'est-ce que la littérature à la question de l'engagement. Il refuse la manière dont Sartre théorise l'engagement de l'écrivain, parce qu'il dit
en repartant de Shakespeare, mais là je vais passer là-dessus. Et deuxième chose plus étrange, c'est au moment de la Révolution hongroise, où il va dire de Sartre, Sartre est un trotskiste achevé, comme il le dit, ce qui aurait sans doute étonné Sartre, parce que comme pas plus que Trotsky, il a remis en question le modèle du parti d'avant-garde, pas plus que Trotsky, il a vu que la Révolution hongroise, c'était le moment de la renaissance des forces d'auto-émancipation des masses prolétariennes et populaires, et que ce qui était essentiel dans la Révolution hongroise, c'était le retour des conseils, la résurgence des conseils ouvriers, pas tout ce qu'il y avait autour. Et là, je n'ai pas parlé du tout de ça, alors qu'il y a une partie essentielle chez James, c'est, enfin, je l'ai à peine évoqué, qui est la critique du parti d'avant-garde et la défense de l'auto-émancipation des masses. Et sur la, donc pas de position de James par rapport à Orphée Noir, et James a ceci bizarre parce qu'à un moment il va parler beaucoup toujours dans cette généalogie des grandes figures de la Caraïbe qui est avant tout anglophone, mais il s'intéresse aussi à des figures francophones et dont Césaire, je vais revenir, mais pour lui la négritude c'est caribéen, c'est pas africain, enfin jamais il va citer Sangor, il n'en parle jamais, et donc on va pas trouver de référent à ça. Je pense pas que son modèle du tout était celui de Sartre qui voyait dans la négritude comme il dit, un moment négatif qui devait amener ensuite à l'émancipation de la race universelle des opprimés, la race sans couleur, etc. Je crois pas que c'était là. Je crois qu'il aurait trouvé que James aurait trouvé ça un peu simple, et je suis pas sûr que Sartre soit, si on va dire, je sais pas, mais soit resté, que c'était une position définitive chez Sartre lui-même, je sais pas. Alors pour continuer sur le rapport de James à la négritude et la question du rapport de James à Césaire, d'une éventuelle rencontre, j'ai jamais trouvé, une rencontre qui aurait eu lieu dans les années 30 quand James vient faire des recherches sur la révolution haïtienne en France, mais j'ai rien trouvé sur le sujet. C'est suggéré parfois, mais aucune certitude. La personne dont il était proche et qui pourrait à cette époque-là et duquel il va rester proche jusque dans les années 70, c'est Léon Gontran Damas, donc un autre des fondateurs de la négritude. Et donc James, parce que Damas aide James notamment à trouver les sources dans les archives parisiennes pour écrire son histoire de la révolution haïtienne. Donc c'est un rapport à Damas, mais à Césaire, je ne sais pas. Après, dans les textes de James des années 60, la figure de Césaire et avant tout le cahier d'un retour au pays natal est extrêmement présent et encore une fois dans cette sorte de généalogie des figures intellectuelles et politiques de la Caraïbe. Et s'il n'y a pas eu de relation, bon après Martinique et Trinidad c'est pas loin, mais vu comment entre la Caraïbe anglophone et francophone, les liens encore aujourd'hui sont quand même difficiles, alors que voilà, mais ça marche encore plus dans un sens, hein, parce que une figure comme Fanon, on sait, a été redécouvert d'abord dans le monde anglophone avant de l'être en France. Je pense que dans un sens ça passe mieux que dans l'autre quand même. C'est la non-réception des auteurs de la Caraïbe anglophone qui me paraît plus flagrante que l'inverse. Pour la question de la lutte des classes à Trinidad, je pense que James a eu un parcours assez étrange de ce point de vue-là, parce que là où il avait fait partie de groupes de plus en plus petits, en fait, aux États-Unis, où il était d'abord dans le Socialist Workers Party, après le Worker Party, qui était né lui-même d'une scission, et après scission à l'intérieur, il fonde des groupes de plus en plus petits, jusqu'au groupe Correspondence, qui est minuscule, qui compte quasiment plus personne, avec cette idée qu'il n'y a plus de travail de recrutement, ça devient de plus en plus petit, mais le parcours de James, qui en fait dans les années 60 va être rappelé par celui qui est son ancien élève à Trinidad, et un historien Eric Williams, qui avait écrit Capitalisme et esclavage, un texte qui est encore discuté aujourd'hui, qui fait encore débat, et Williams avait fondé le PNM, People National Movement, à Trinidad, et appelle James
à s'engager, mais à s'engager à présent dans le cas de Trinidad, ce qu'il refusait ou ce qu'il ne faisait pas du tout aux États-Unis dans le cadre de la politique, dans le cadre d'une politique de parti. Et donc c'est un cas tout à fait différent. Il est directement lié au pouvoir, enfin à un parti qui est censé, et tout le monde sait que c'est ce qui va se passer, amener Trinidad à l'indépendance. Donc le cadre est tout à fait différent, et même bon, ça va lui poser des problèmes pour différentes raisons à cause de... Parce qu'il avait cru à un moment que Williams exprimait bien, il n'utilise pas ce terme, mais c'est l'idée qui est chez lui à cette époque, la volonté générale du peuple trinidadien à l'époque. Et il y a deux choses qui vont le faire rompre avec les cercles du pouvoir. James, c'est le conflit autour d'une base militaire américaine, Chaguaramas, je fais des inversions parfois, qui finalement va être laissée aux Américains, et la question de la fédération, et l'idée d'une fédération des Antilles anglophones était essentielle pour James. Il tenait plus que tout, il disait sans fédération, pas d'indépendance possible, une indépendance purement nationale pour des îles de cette taille-là n'a aucun sens, il faut la fédération, une fédération caribéenne, et ça tombe à l'eau au tournant des années 60, au moment de l'indépendance, notamment, et pas seulement à cause des pays les plus influents dans la région, qui sont la Jamaïque, qui ont peur de perdre leur souveraineté, mais pour James, c'est vraiment extrêmement... voilà, c'est ça qui va le faire quitter ses cercles. Mais donc l'expérience de James à Trinidad, et par rapport au mouvement ouvrier, n'a rien à voir avec ce qu'il avait pu faire aux États-Unis, même s'il a, c'est encore une fois, cette volonté de traduire le langage socialiste dans un langage qu'on pourrait dire, dans des termes de Gramscien, national populaire. L'idée qu'il faut... voilà, encore c'était une traduction nationale des idées socialistes. Des idées socialistes qui va l'amener à s'intéresser au carnaval, par exemple, au calypso. Alors c'est pas plus exotique... Enfin, c'est dur de dire, quand on a beaucoup lu James, on se dit que ce qu'il dit sur le cricket n'a rien d'exotique par rapport au reste de sa pensée. C'est pas quelque chose de distinct. On retrouve l'homme de lettres et l'homme politique, et pour lui, il est important, et là je dévie un peu, mais c'est en même temps à la même époque qu'il s'intéresse le plus au cricket. Il est important... en gros, James explicitement s'oppose à Trotsky, qui disait que le sport éloignait les masses de la politique. Pour James, c'est pas vrai. Il suffit de regarder, dit-il, l'histoire du 19e siècle, est une histoire à la fois extrêmement riche d'un point de vue révolutionnaire, avec la guerre de sécession, la commune et bien d'autres choses, et extrêmement riche en termes de développement des sports, et il en cite plusieurs, dont le cricket, et que ces deux mouvements, pour lui, vont de pair, même s'il dit, bon, c'est pas les mêmes gens exactement qui étaient concernés, mais c'est pas un hasard si les deux sont allés de pair. Donc je pense que la pensée de James sur le cricket n'est pas quelque chose qui est en dehors, et va être quelque chose aussi extrêmement important pour lui, pour penser l'affirmation nationale, pas sous le mode de quelqu'un, d'un Apadouraï qui parlera d'indigénisation du cricket, c'est pas tout à fait ça, mais une forme de reprise, d'appropriation d'une tradition venue d'ailleurs, et de sa nationalisation, de sa transformation, et de l'affirmation nationale. Et pour lui, la victoire de l'équipe des West Indies contre l'Angleterre, je ne sais plus l'année, je sais pas, montrera ça, et montrera... alors après, il faudrait être un spécialiste pour savoir si ça tient le rang, mais il y a des interprétations qui sont toujours directement sociales et politiques du cricket, et d'un point de vue très fin, et du point de vue des techniques, par rapport à l'État et au rapport de force internationaux et au rapport de force. Alors c'était pas vraiment sur James, c'est la question d'une organisation noire indépendante. Il était soutenu par Trotsky. Il faut voir que quand Trotsky le soutient sur ces points de vue-là, l'idée de Trotsky est quand même que ces organisations noires indépendantes, elles doivent former dans ces termes une sorte d'école pré-politique, elles doivent préparer à ce qui sera. Et Trotsky continue à dire... que ça sert aussi à compenser l'arriération des masses noires. C'est pas c'est une arriération
un terme sur lequel il faut faire une analyse à part entière, hein, c'est pas le primitivisme, ça n'a rien à voir, c'est une narration économique et politique, mais il reste, et une notion qui est encore très présente chez James aussi, mais il y a un point de vue différent, et en même temps James qui dit que s'il n'y a qu'une seule personne aux États-Unis qui a su penser l'importance de la question noire à cette époque-là, ça il le dit dans sa correspondance, c'est Trotsky aussi. Donc voilà. Il y a des différences entre les deux, et par exemple, cette question qui était centrale dans les mouvements trotskistes aussi, dans le Parti communiste américain, et qui était irritée directement de la politique des nationalités telle qu'elle s'était exercée, elle était en œuvre en Union soviétique, cette question, est-ce qu'il fallait un État noir dans la Black Belt des États-Unis, au sud des États-Unis, cette question, James pense qu'elle est stérile assez vite en fait, et c'est déjà un point de divergence. Et pour le traduction de James, donc Naville, qu'il avait rencontré aussi Pierre Naville, qu'il avait rencontré aussi dans les années 30, qui traduit les Jacobins noirs. Enfin, James, c'est juste pour reparler de ses autres rencontres en France, avait aussi traduit, ce qui montre aussi déjà une forme d'hétérodoxie, la biographie de Staline par Boris Souvarine. Il l'avait traduit, je crois, en 1939. Mais la traduction donc, des Jacobins noirs, c'est en 1949, et dans la première édition, il y a une erreur sur le nom de James, enfin pour montrer à quel point il était inconnu en France. Il n'est pas CLR James, il est PIR James, qui sont les initiales du Parti des Indigènes de la République, mais ça n'a rien à... Et ça montre l'erreur, et ça sera corrigé qu'après. Mais le livre, même si le père James n'est pas connu, en fait, le livre fait son... marque, en fait, et il y a des recensions dans les temps modernes, ça devient... ça sort chez Gallimard. Hein. Ça sort chez Gallimard, ouais. Et Merleau-Ponty va en parler à plusieurs reprises, par exemple. C'était pas sorti dans l'anonymat complet, loin de là. Et je ne sais pas si quelqu'un comme Daniel Guérin, enfin c'est pas par cette voie-là qui se rencontre. La Grèce antique, encore un moment où j'ai pas quelque chose que j'ai pas du tout développé, ça c'est à partir des années 50 chez James qui reprend une formule apocryphe de Lénine et qui intitule son essai « Chaque cuisinier peut gouverner ». Et il écrit ça en même temps à peu près, enfin un peu avant la Révolution hongroise, mais pour lui ce qui se joue, et bien sûr ça peut être critiqué, mais voilà, c'était pas l'objet forcément du livre d'entrer dans ces considérations-là. Pour James, la Grèce antique, c'était un modèle, et ça reste un modèle de démocratie directe, et donc pas de démocratie représentative. Non pas que les Grecs ignoraient la démocratie représentative, mais qu'il déjà il l'avait connue, il la considérait comme insuffisante. Et donc chez les Grecs, encore une fois, James va trouver l'idée que n'importe qui peut gouverner. L'idée est déjà l'idée des formes d'auto-émancipation ou d'autogouvernement des masses par les masses, qui est extrêmement évidente dès cette époque-là chez James quand il s'agit de l'Europe ou de l'Occident, qui est moins évidente quand il s'agit des mouvements noirs et des mouvements, et là je dévie encore, mais des mouvements africains, parce que dans la conception qu'il sera des luttes d'émancipation en Afrique, il y aura toujours, c'est un fait, l'idée qu'il y a des grands personnages qui viennent synthétiser, incorporer tous les désirs des masses, mais il faut ces personnages... ces grandes figures, ça va être Nkrumah à un moment, ça va être Nyerere pour la Tanzanie. Ensuite, et sur la Grèce, James évoque l'esclavage, mais la question de l'esclavage en Grèce, mais vraiment ça ne l'intéresse pas. Il dit ceux qui commencent à rappeler toujours l'esclavage en Grèce, ils n'ont pas envie de défendre les esclaves ou les ex-esclaves, ils ont avant tout envie d'attaquer la démocratie, ce qui n'est pas très clair, on ne sait pas exactement ce qu'il veut dire, mais il veut dire que l'esclavage n'était pas très important en Grèce jusqu'à la période de décadence, si on veut, et c'est là qu'il devient important, mais c'est aussi la fin. Et pareil sur le statut des femmes, il dit on n'en sait pas, on dit beaucoup de choses, mais on n'en sait pas assez sur le statut des femmes en Grèce, donc il préfère ce terme, mais c'est pas très clair.
Et ce qui est important dans ce qu'il dit sur la... Donc ça, il le dit encore de manière générale, mais dans les années 60, toute sa pensée de la Grèce antique va être liée à, si on veut, à la renaissance, à ce qu'il dit de la renaissance nationale de la Caraïbe. Parce que la structure de la Grèce antique, il dit archipel avec plein de petites îles qui en viennent à parler une même langue, etc. C'est la structure de la Caraïbe. Or, la Caraïbe pourra être le lieu d'une sorte de recommencement de la civilisation occidentale, avec tout ce que ça a d'ambigu, en ce que ça montre le profond eurocentrisme de James, qui ne questionne pas du tout l'idée de la Grèce berceau de la civilisation. Il n'y a pas ce questionnement, et surtout qui continue à penser que tout ce qui serait, en tout cas à ce moment-là, tout ce qui est potentiellement universalisable viendrait de l'Occident, même s'il est déterritorialisé, même si l'Occident serait désormais situé dans la Caraïbe. Et son insistance sur le fait que les peuples caribéens sont des peuples occidentaux et centrales, sont des peuples, comme il dit, arriérés et occidentaux, ce qui leur permet de jouer un rôle d'interface, et c'est aussi une sorte de privilège qu'il donne à la Caraïbe entre l'Europe et l'Afrique, comme du reste la Russie. C'est aussi pour ça que la Russie l'intéresse, c'est cette idée et la révolution soviétique, c'est cette idée d'une sorte d'interface entre les révolutions en Europe occidentale et les mouvements d'émancipation dans les colonies ou dans les semi-colonies comme la Chine, et il y a ce genre de parallèle. Alors Platon noir, pour finir, alors, il faut dire que c'est pour... j'accuse personne. C'est le titre que j'avais, le sous-titre exactement, celui que j'avais proposé à la découverte 1 an et demi avant d'écrire le livre, en me demandant, en ne sachant pas si c'est un titre provisoire, sans y réfléchir plus que ça. Et au fur et à mesure de l'écriture, je m'étais dit que c'était problématique. Dans mon livre sur Fanon, je critiquais fortement l'expression, je ne sais plus si c'est ou ailleurs peut-être, d'avoir appelé Fanon un lac en noir. Et que c'était un... C'est vrai que c'était encore pire. C'était un problème, mais... pour Fanon, pas pour Lacan. C'est aussi une question de choix d'éditeur, et bien sûr, Platon noir, et c'est symptomatique de beaucoup de choses, risque avait des chances de mieux vendre qu'autre chose. Et en même temps, je remercie, et parce qu'à un moment j'ai hésité, je suis content de ce sous-titre-là, malgré ces... parce qu'il permet justement de pointer un paradoxe de la pensée de James. J'ai expliqué pourquoi j'en étais pas content. Premièrement, parce que dans tout ce que dit James sur la démocratie grecque, il y a une critique extrêmement forte de Platon comme la fin de la démocratie grecque. Et voilà, c'est un problème par rapport à ce que dit James sur ce point-là. Et que Platon, à un moment de la trajectoire de James, un moment de la... Platon devient le symbole même de l'intellectuel, et il y a une critique extrêmement forte chez James des intellectuels à partir de la fin des années 40, des intellectuels américains et pas seulement. Et donc Platon, ça allait pas très bien de ce point de vue-là. Et l'autre argument aussi... je pense qu'il a déjà été imbibé. Le deuxième argument, c'est que Platon noir, enfin, c'est l'expression même de Platon noir, et une sorte, garde quelque chose de colonial dans la forme même, c'est l'idée que pour quelqu'un soit important, qu'un intellectuel non européen soit important, il faut qu'il suive le modèle et qu'il arrive à atteindre le modèle, qu'il n'atteindra jamais, d'ailleurs c'est toujours le principe, des grandes figures de la pensée occidentale blanche. Et pourtant, James s'est pas montré quand il a appris, c'était encore de son vivant, a appris qu'on l'appelait le Platon noir, ça l'intéressait pas beaucoup, mais ça le gênait pas plus que ça. Et surtout, James, quand on le lit, et c'est ce que vous avez un peu dit, c'est la figure de l'intellectuel par excellence. C'est une figure de l'intellectuel par excellence qui a pensé le monde européen et qui s'est attaché à penser la spécificité du monde européen et pas le réduire à l'Europe, et qui en même temps, qui l'a pensé d'un point de vue, comme il dit, en s'inscrivant totalement, c'est ce qu'on voit bien dans ses essais Modern Politics, en s'inscrivant totalement dans une généalogie des grandes figures de la pensée occidentale, lui-même de Platon à Hegel, très important dans la pensée de James à un moment, mais
j'en parlais pas, à Rousseau, à Marx, Lénine, et c'est là-dedans qu'ils sont chez lui, et James dira jamais le contraire. Donc il y a cette forme d'ambiguïté chez James lui-même, qui se situe dans une tradition intellectuelle qui a tout ce qui a de plus convenu, même si les usages qu'il en fait n'ont rien de convenu, et donc dans une tradition occidentale qui revendique en permanence, il dit que c'est de ce point de vue-là qu'il a écrit et qu'il a pensé l'émancipation des peuples colonisés. Donc il y a cette ambiguïté chez James entre un eurocentrisme qu'on voit qu'on voit un peu partout, bref, et cette critique, voilà, cette tentative de décentrement en même temps de la pensée occidentale et des pensées marxistes. Vous n'avez pas répondu à ma petite question. Hein. Oh, pardon. Oui, Pourquoi est-ce qu'on peut dire que c'est parce qu'il était marxiste que James n'est pas une référence dans le mouvement noir des années 60, 70? Non, mais dans les années 60, il est... Dans les années 60, il est invité aux États-Unis. Son retour aux États-Unis, il va y passer 10 ans. C'est par des étudiants noirs de Northwestern University qui l'invitent. Et c'est aussi lui qui va vouloir jouer un certain rôle de mentor des mouvements noirs américains des années 60 et les réinscrire dans ce que lui avait fait dans les années fin des années 30 et années 40. Il veut faire ça, mais en même temps, il est invité dans les universités à parler des Black Studies qu'il critique par ailleurs. Il est proche, il échange avec avec Stokely Carmichael à l'époque. Il est vraiment considéré comme comme une sorte de mentor et de précurseur. Je pense pas qu'il y ait... Après, peut-être pas chez Malcolm X et d'autres, ça Oui, juste sur ce point, parce que je pense que c'est vrai qu'il y a une rencontre manquée entre Malcolm X et C.L.R. James, qui en partie, je crois que c'est en partie lié au fait que les pérégrinations de James par rapport aux États-Unis, Londres, etc., et la conjoncture spécifique où Malcolm X commence à se radicaliser et regarder... Quand tu commences à regarder par exemple vers l'extrême gauche américaine, le SWP américain, c'est bien postérieur à la scission que James et d'autres ont fait avec le SWP américain, donc il n'y a plus de lien avec le mouvement trotskiste américain. Mais par exemple, Malcolm X a lu la brochure de C.L.R. James, A Revolutionary Answer to the Negro Question in the United States, qui est une brochure qu'il avait sortie en 1948. Il y a même une histoire apocryphe, probablement, que l'avocat de Malcolm X lui avait fait lire les Jacobins noirs en prison. James a été... Martin Luther King a rendu visite à James à Londres en 1957, et il y a eu des liens très directs avec Stokely Carmichael aussi. Ce qui est vrai, c'est que pour les Panthères Noirs, qui étaient plutôt maoïsants, une figure d'origine trotskiste et encore plus, qui n'a pas plus d'organisation, qui ne représente plus rien en termes de force politique dans les années 60, n'est pas forcément la personne avec qui ils veulent dialoguer le plus. Mais il y avait quand même des ponts et des résonances entre les deux. Mais c'est vrai que ça aurait été très intéressant de voir ce que Malcolm X aurait pu dire à James et vice-versa. Il n'y a pas eu de face-à-face ou de rencontre avérée entre les deux. Si ça vous intéresse, il y a une conférence en ligne de Scott McLamy, précisément sur la brochure de James, A Revolutionary Answer to the Negro Question, et comment ça a été reçu dans le mouvement révolutionnaire noir américain dans les années 60.